انت ما شفتش الجزائر وقفت ازاي مع غزة في مجلس الامن قبل كده؟ قليلا من الانصاف يا اخي. حتى الساعات الاخيرة من مساء الامس كانت ترد تلك العبارة تحديدا في العديد من رسائل المغيبين من الشعب الجزائري، حالهم حال المغيبين في الوطن العربي الكبير والمنكوب. وبالامس كان التصويت في مجلس الامن، كانت الجزائر الممثل الوحيد للعرب في ذاك التصويت. عشان كده خرجت الفصائل الفلسطينية مجتمعة ببيان استعطاف للجزائر عشان ترفض القرار الامريكي اللي بجوهره نزع سلاح المقاومة. نجدت الفصائل الجزائر لانها الوحيدة صاحبة الصوت، ولان غزة نفضت يديها من باقي الاشقاء بعد ان احكمت الكماشة بانضمام قطر وتركيا لمصر والاردن. استعطفت الفصائل الفلسطينية الجزائر بكل الجمل الممكنة، جمل من عينة الإعراب عن الثقة بالموقف الجزائري الأخوي وموقف الجزائر التاريخي الذي لم يتخلى عن فلسطين يوما، وأننا في الفصائل نوجه نداء أخويا صادقا إلى الجزائر حكومة وشعب. خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص. إن مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسية، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. نحن لا شك أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسية الضيقة، ونحن لا شك كذلك أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسة الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد. وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية، وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الآفاق والأبعاد. Bon. L'Algérie a donc voté oui, mettons tout de suite les pieds dans le plat. Pour un pays qui a fait de la cause palestinienne une véritable colonne vertébrale de sa diplomatie, ce oui à l'ONU, ça sonne pour beaucoup comme une hérésie. C'est plus qu'une dissonance, ça a l'air d'une anomalie. Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est fascinant comme question, parce que toute l'analyse, toute la polémique repose sur cette première impression. L'impression d'une rupture, d'un reniement en quelque sorte. Oui, c'est ça. Mais et si on prenait le problème à l'envers? Si l'anomalie, en fait, c'était pas le vote d'Alger, mais notre lecture un peu binaire, presque paresseuse de la diplomatie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce vote nous oblige à sortir des slogans. La vraie question, c'est pas pour ou contre, c'est plutôt s'agissait-il d'une concession ou alors de la seule sortie possible d'un piège très bien monté? Un piège. L'argument est habile, c'est vrai, ça déplace la responsabilité. Mais il va falloir des faits pour convaincre que ce n'est pas juste une normalisation, un retour dans le rang, quoi. Par où on commence pour déminer ce terrain? On commence par un fait. Un seul fait, mais un fait massif. Et qui, curieusement, a été presque totalement ignoré dans les commentaires enflammés. Lequel? La position des principaux intéressés. Les Palestiniens eux-mêmes. Dans tout le bruit autour des critiques contre Alger, il y a une voix qu'on a à peine entendue, celle d'un certain Khalil al-Hayya. Khalil al-Hayya. Oui, le nom me dit quelque chose. C'est un très haut responsable politique du Hamas. Sa parole est tout sauf anodine. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il n'a pas juste salué la résolution. Non, il a été beaucoup plus loin. Il a publiquement et nommément remercié les médiateurs. Et tenez-vous bien, la liste est surprenante. Ah oui. Il a remercié le Qatar, l'Égypte, bon, ça c'est attendu, mais il a aussi remercié la Turquie et les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. On parle de la faction palestinienne considérée comme la plus dure, qui remerciait Washington pour son rôle. Attendez, l'info est capitale, c'est vrai. Mais
Soyons l'avocat du diable une minute. Allez-y. La validation par une faction, même une faction aussi importante, ça ne vaut pas consensus. La scène palestinienne est notoirement fragmentée. Bien sûr. Le rôle d'un allié comme l'Algérie, ce n'est pas justement de protéger la cause dans son ensemble, parfois même contre une décision tactique prise par un seul de ses acteurs. Vous mettez le doigt sur un point essentiel, la complexité du leadership palestinien. Mais dans ce cas précis, il faut noter qu'aucune voix palestinienne majeure, que ce soit du Fatah ou d'ailleurs, n'est montée au créneau pour dénoncer cette résolution comme une trahison. Le silence des uns et l'approbation très claire des autres, ça a créé un consensus de fait. D'accord. Et c'est là qu'on arrive à une situation qui est diplomatiquement absurde. Imaginez la scène. Comment peut-on sérieusement exiger d'Alger qu'elle rejette à l'ONU un texte que ceux qui sont sur le terrain présentent comme un acquis politique? Donc un non algérien aurait été perçu comme une gifle par les Palestiniens. Pire que ça aurait été surréaliste. Alger se serait opposé à une avancée, même minime, saluée par ceux qu'elle prétend défendre. C'est indéfendable. Les diplomates algériens auraient dû expliquer qu'ils savaient mieux que les Palestiniens ce qui était bon pour eux. C'est du paternalisme. Du paternalisme. Exactement. Et c'est tout ce que la diplomatie algérienne a toujours rejeté. Ça aurait été se montrer plus palestinien que les Palestiniens. C'est un suicide politique. D'accord. Le non était impossible. C'est entendu. Mais il restait l'abstention. Une position plus neutre, plus prudente. Pourquoi ne pas s'être abstenu? Pour marquer une distance, sans pour autant bloquer. Parce que dans ce genre de scrutin, l'abstention n'est pas neutre. C'est un non qui n'ose pas dire son nom. C'est un acte politique fort. Et ça nous amène au cœur du réacteur. Au fameux piège dont vous parliez. Précisément. Alors, allons-y. Expliquez-moi ce piège. Parce que pour l'instant, je vois surtout un pays qui, en votant oui, a perdu un peu de ce qui faisait sa singularité. Cette fameuse exception algérienne. Elle s'est un peu évaporée, non? Ce que vous appelez une perte de singularité, je l'appellerais plutôt une manœuvre d'esquive. Pour le comprendre, il faut faire un peu de stratégie contrefactuelle. On averse tout. Oublions le oui. Imaginons que l'Algérie, fidèle à cette image d'Épinal, vote non ou s'abstienne. Que se passe-t-il dans les 24 heures qui suivent? Elle se retrouve isolée, j'imagine. Mais elle garde son image, non? Celle de la pureté idéologique. La pureté idéologique, ça pèse pas lourd face à une campagne de dénigrement. L'isolement, oui, mais un isolement qui aurait été immédiatement instrumentalisé. Les mêmes qui critiquent le oui aujourd'hui auraient hurlé au cynisme si elle avait voté non. Exactement. Le narratif est écrit d'avance. Il est implacable. Vous pouvez déjà voir les titres. Laissez-moi deviner. L'Algérie, l'allié toxique qui fait obstruction à la paix? C'est ça. Ou encore, le jeu dangereux d'Alger qui offre un prétexte en or aux faucons pour continuer la guerre. Et le coup de grâce, par sa posture radicale, l'Algérie sabote les efforts de la communauté internationale. En une seule journée, Alger serait passé de soutien historique à obstacle irresponsable. C'est un piège de communication, en somme. C'est plus que ça. C'est un piège diplomatique classique. Un peu comme au judo, on utilise la force de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire? La force supposée de l'Algérie, c'est son intransigeance. Eh bien, ce vote était conçu pour que cette intransigeance devienne son plus grand handicap. Un vote non, et on l'utilisait pour la mettre au tapis. Le oui n'était pas un vote de cœur. C'était le seul vote qui désamorçait le piège. Je comprends la logique de contournement. Mais cette réelle politique, est-ce que ça ne signe pas la fin d'une certaine idée de la diplomatie algérienne? Une diplomatie qui a toujours privilégié les principes, quitte à en payer le prix. Au contraire, je pense qu'on assiste à son application la plus mature, la plus subtile. Il faut bien distinguer la posture de la politique. C'est-à-dire? La posture, c'est le discours enflammé. C'est facile, ça ne coûte rien. La politique, c'est l'art d'obtenir des résultats, même infimes, dans un environnement hostile. Et quelle est-elle alors, cette doctrine algérienne, si on devait la résumer? Elle tient en une phrase, qui est le logiciel de leur diplomatie depuis des décennies. Soutenir n'est pas se substituer. Soutenir n'est pas se substituer. C'est la clé de tout. L'engagement de l'Algérie est opale. Politique, populaire, financier. Il est dans son ADN. Il n'a pas besoin d'être prouvé à chaque vote par un geste spectaculaire, mais qui, au final, serait contre-productif pour les Palestiniens eux-mêmes. La formule est belle, c'est vrai. Mais elle peut aussi sonner comme une dérobade, un moyen élégant de dire « débrouillez-vous, on vous suit de loin ». Non, au contraire. Ça veut dire que le respect de la souveraineté de la décision palestinienne est cardinal.
La cause appartient d'abord aux Palestiniens. Ce sont eux qui vivent la réalité du terrain. Bien sûr. Le vote algérien, si on le lit comme ça, ce n'est pas un alignement sur Washington. C'est un alignement sur la décision palestinienne. C'est un acte de respect absolu pour leur capacité à décider pour eux-mêmes. Mais n'est-ce pas un peu angélique de faire comme si cette décision palestinienne était prise dans un vide sans pressions extérieures ? Évidemment qu'il y a des pressions, mais refuser de suivre leurs décisions au nom d'une pureté idéologique, ce serait retomber dans ce paternalisme dont on parlait. Ce serait les traiter comme des acteurs incapables de discerner leurs propres intérêts. Et ça, ce serait une vraie rupture. Leur dire « non, nous savons mieux que vous », ce serait les déposséder de leur propre lutte. Donc si je vous suis, on assiste à un changement ou en tout cas une clarification. On passe du mythe d'une diplomatie hors sol à la réalité d'une action politique qui compose avec la volonté de l'acteur qu'elle soutient. C'est moins romantique, mais... C'est peut-être plus efficace, exactement. Ce qui est perçu de l'extérieur comme une compromission est en fait, vu de l'intérieur, l'expression ultime du respect de l'autodétermination. On passe de la posture du grand frère protecteur à celle du partenaire fiable. C'est un renversement complet de perspective. L'acte le plus loyal n'était donc pas le non de principe, mais le oui de respect. C'est contre-intuitif, mais ça se tient. Mais alors, il reste une dernière question. Une question qui me taraude depuis le début. Laquelle ? Si on accepte toute cette logique, si les Palestiniens ont validé la résolution, et si leur allié le plus fidèle a respecté leur choix pour ne pas les affaiblir, alors la vraie question n'est plus pourquoi l'Algérie a voté oui. La question devient à qui profite cette polémique ? Quel est l'agenda de ceux qui s'acharnent à présenter ce vote comme une trahison, à vouloir créer une fissure là où il y a en réalité une cohérence stratégique ? On assiste là à une passe d'armes d'une violence verbale qu'on voit assez rarement, quand même, sur la scène diplomatique. Oui, c'est assez inouï. Suite à un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, sur Gaza, une communication officielle algérienne a déclenché une véritable tempête. Le ton est sans précédent. On accuse de trahison non seulement des pays voisins, mais aussi des voix critiques à l'intérieur même du pays. Alors la question est simple. Pourquoi une réaction si virulente ? C'est plus qu'une simple réaction, en fait. J'ai l'impression que c'est une véritable déclaration d'intention. C'est-à-dire ? C'est comme si Alger cherchait délibérément la confrontation, quitte à s'isoler. C'est la fameuse posture du cavalier seul, de la forteresse qui refuse de se rendre. Ah oui. Mais derrière cette image de force, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de fébrilité. Est-ce une démonstration de puissance ou plutôt une justification préventive ? Parce que, visiblement, la critique a touché à un point sensible. Pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler l'argumentaire officiel. On nous dit que la politique étrangère algérienne, c'est un domaine réservé. Voilà. Dicté uniquement par la Constitution et le président. Et on insiste lourdement sur la leçon des années 90, plus jamais d'ingérence étrangère. C'est la doctrine du « plus jamais ça », en somme. Une doctrine qui transforme la souveraineté en dogme absolu. Et cette pleine puissance retrouvée de l'État, elle se mesurait donc à sa capacité à dire non. Et à le dire fort, à tout le monde. C'est une logique qui est assez fascinante. Explorons ça. Le premier front de cette offensive, il est externe. Il vise les pays arabes dits normalisateurs. Exactement. Et là, le reproche est frontal, presque brutal. Ça se résume à « De quel droit osez-vous nous critiquer sur la Palestine alors que vous collaborez activement avec Israël ?» C'est une attaque qui place tout de suite le débat sur le terrain de la morale, de l'honneur. Oui, on est loin des calculs diplomatiques habituels. Mais c'est là toute l'ambiguïté. La diplomatie, c'est rarement une affaire de morale, n'est-ce pas ? C'est l'art du possible, du compromis. En posant l'équation en termes d'honneur contre trahison, Alger refuse d'emblée le jeu de la réelle politique. C'est une façon de dire « nos principes ne sont pas à vendre ». C'est noble en apparence, mais est-ce que c'est efficace ? En tout cas, le discours qu'on analyse, lui, ne s'embarrasse pas de ses nuances. Ah non, pas du tout. Il se veut factuel, accusateur. Il énumère une liste de ce qu'il qualifie d'actes de trahison. L'ouverture des frontières, de l'espace aérien, des ports aux intérêts israéliens. Et ça va plus loin, je crois. Ah oui, bien plus loin. On parle d'envoi d'aide, de médicaments, et même, je cite, de soutien logistique militaire à Israël par certains pays arabes, au moment même où des nations européennes fermaient leurs ports. La comparaison est assassine. Totalement. Ça vise à montrer que certains pays arabes seraient allés plus loin dans la collaboration que les alliés traditionnels d'Israël. C'est une inversion complète des rôles.
Et l'accusation la plus spectaculaire, la plus grave peut-être, c'est la mention d'un accord récent pour installer une usine de drones israéliens dans un pays voisin, tout près des frontières algériennes. Donc là, on n'est plus dans la normalisation diplomatique. Non, on est dans une collaboration sécuritaire et militaire qui est perçue comme une menace directe. Exactement. Ce qui dresse un tableau très manichéen au fond. D'un côté, l'Algérie, pure, intransigeante, la gardienne du temple. Et de l'autre, un monde arabe dépeint comme complice, corrompu. Mais cette vision binaire, est-ce qu'elle résiste vraiment à l'analyse ? C'est une bonne question. On ne peut pas mettre l'Égypte, qui a signé la paix après des guerres sanglantes, dans le même panier que les Émirats, par exemple. C'est une objection pertinente. Et le discours y répond, mais d'une manière... Très cruelle. C'est-à-dire, il fait une distinction. Pour des pays comme l'Égypte, il concède qu'ils ont été poussés à la paix après d'immenses sacrifices. C'est présenté comme une contrainte subie, une paix imposée. D'accord. Et pour les autres ? En revanche, pour les autres, notamment certaines monarchies du Golfe ou le Maroc, là, la terminologie utilisée est d'un mépris total. C'est là qu'on entend des termes comme Zariba. Oui, Zariba, la bergerie, ou Banu Sengal, une expression péjorative pour parler de tribalisme, de soumission. C'est une façon de leur dénier le statut d'État moderne, souverain. Tout à fait. Pour eux, la normalisation n'est pas une paix contrainte, mais une allégeance volontaire, une soumission choisie. Et la raison de cette soumission, d'après cette analyse ? La peur. La peur de la montée en puissance de l'Algérie. Le discours affirme que ces monarchies, se sentant menacées, cherchent la protection d'Israël. D'accord, donc on oppose une paix subie, presque compréhensible, à une soumission volontaire qui serait un acte de faiblesse. C'est exactement ça. C'est un retournement de perspective complet. Mais ce qui est peut-être encore plus surprenant, c'est que cette violence dans les mots, elle n'est pas réservée à l'extérieur. Elle est aussi utilisée en interne. Absolument, et c'est le deuxième front de cette contre-offensive. Une figure politique algérienne, Abderrazak Makri, est très violemment prise à partie. Ancien chef d'un parti islamiste, c'est ça ? Oui. Il avait critiqué le vote algérien à l'ONU en le qualifiant de non honorable. La réponse a été foudroyante. Et c'est là que ma question sur la fébrilité revient. Attaquer une voix dissonante interne avec une telle véhémence, n'est-ce pas un aveu de faiblesse ? Un pouvoir sûr de lui pourrait juste ignorer la critique, non ? La stratégie choisie n'est pas l'ignorance, mais la disqualification. On lui reproche ce qui est qualifié de silence assourdissant sur le rôle des pays médiateurs. Turquie, Qatar, Égypte. Voilà, l'argument c'est ça. Ces pays ont négocié le projet de résolution avec les États-Unis, ils ont accepté un compromis, et ensuite ils demandent à l'Algérie de jouer les génies de la lampe pour tout bloquer au Conseil de sécurité, alors qu'elle n'a pas droit de veto. C'est habile. C'est une façon de retourner l'accusation d'hypocrisie. Le message c'est « Vous, Monsieur Makri, vous nous attaquez, mais vous ne dites rien sur les compromis de vos amis. » C'est ça. On lui demande « Où étiez-vous pendant 2 ans quand l'Algérie se battait seule ?» On l'accuse de mélanger un agenda politicien avec les grands principes de la politique étrangère. Et on touche à un point clé là. Lequel ? La politique étrangère devient un domaine sanctuarisé, presque sacré. Le seul dépositaire, c'est le chef de l'État. Toute critique est donc perçue non pas comme un débat, mais comme une profanation. Une déstabilisation. C'est une conception très verticale du pouvoir. Et la charge contre Makri devient très personnelle. On le renvoie à son cercle de quelques frères, on lui dénie toute légitimité. Le message est « circuler, il n'y a rien à voir », ce qui nous amène au cœur de l'idéologie derrière tout ça. Tout converge vers un seul mot, érigé en valeur suprême. La souveraineté. Une souveraineté totale. Non négociable, presque agressive. C'est un message envoyé au monde, mais aussi à sa propre opinion. L'Algérie est de retour. Mais une souveraineté aussi intransigeante, est-ce que ça ne mène pas tout droit à l'isolement ? C'est un risque assumé, semble-t-il. Cette souveraineté, elle est présentée comme le fruit d'une reconquête après les traumatismes des années 90. L'État se considère comme maître de toutes ses décisions. Ce n'est pas juste un principe, c'est un avertissement. L'ère où des puissances extérieures pouvaient influencer la politique algérienne est terminée. On sent une fierté immense, c'est certain. La fierté d'être le seul pays de la région à ne pas avoir normalisé. Mais est-ce que la fierté, ça peut être une politique étrangère ? C'est toute la question.
Cette posture du cavalier seul, ça me rappelle un peu la France gaulliste des années 60, la politique de la chaise vide. Ça marque les esprits, ça affirme une indépendance, c'est sûr, mais ça a un coût diplomatique énorme. On se coupe de ses alliés. Dans cette rhétorique, la fierté, ce n'est pas juste un sentiment, c'est le moteur de la politique. C'est ce qui distingue l'Algérie de ses voisins, décrits comme ayant perdu leur souveraineté, au point que, je cite encore, « Israël construit des colonies sur leurs terres et nomme des conseillers auprès de leurs dirigeants ». L'image est forte. Mais celle d'une Algérie droite et fière face à un monde arabe à genoux. C'est un récit d'exceptionnalisme. Mais cette singularité est à double tranchant. Ça peut être une force en interne, mais un fardeau à l'externe, parce qu'en se positionnant comme ça, en refusant le dialogue sous prétexte que les autres sont impurs... On se prive de levier d'action. Exactement. En diplomatie, on ne dialogue pas seulement avec ses amis. La pureté morale, c'est souvent une position solitaire. Et la solitude, c'est rarement une position de force. Pour résumer, on assiste donc à la consolidation d'un récit national très puissant. Un récit de résistance, de pureté des principes et de souveraineté absolue. L'Algérie se pose en dernier rempart face à ce qu'elle voit comme une démission collective. Et la question palestinienne devient le révélateur de cette fracture. C'est le miroir dans lequel l'Algérie veut être vue. Tout à fait. Mais ce récit, aussi mobilisateur soit-il en interne, a un coût externe qui peut être très élevé. En se plaçant au-dessus de la mêlée, en refusant le compromis, qui est l'essence même de la diplomatie, l'Algérie ne risque-t-elle pas de perdre toute influence réelle ? C'est la question qui reste en suspens ? Oui. À l'heure des blocs mouvements et des alliances pragmatiques, cette posture de forteresse morale, est-ce que c'est une véritable stratégie de puissance ? Ou est-ce que c'est, au contraire, le chemin le plus court vers l'impuissance ? Welcome to The Explainer. Today, we're diving into a really fiery defense of Algeria's foreign policy that's been making the rounds. This isn't just about defending actions, it's a full-throated attack on any and all critics. So what's really going on here? What's fueling this incredibly passionate and aggressive viewpoint? Well, we're going to get into the heart of it. We'll look at the core arguments, the legal claims, and the sharp accusations of hypocrisy that make this whole thing tick. Alright, so here's how we're going to break this down. First, we'll look at the tone of this defense. Then we'll get into its core principles, where it claims its authority comes from, how it goes after its critics, and finally, the big concluding message. Okay, let's get right into it. Before we even unpack the arguments themselves, you have to understand the style of this defense, because honestly, the tone is absolutely everything here. Yeah, the first thing you have to know is that this is not some dry academic policy paper. Not at all. The speaker's points are wrapped in this intense, aggressive, and really emotional language. And that style, it's a huge part of its appeal, you know? It's meant to frame the whole debate in these very clear, black and white, confrontational terms. So with that aggressive tone in mind, what's the actual message? Well, it all boils down to one single powerful idea: absolute, unshakable sovereignty. And here's the core of it, a quote the speaker uses from the official Algerian news agency. The idea is simple, but it's powerful. It says that Algeria is envied, even attacked, because it is the master of its own destiny. The argument is that its foreign policy is driven only by its own national interest, totally free from any outside pressure. So you might be asking, where does this kind of absolute authority come from? According to the source, this isn't just a political talking point. It's supposedly anchored directly in the nation's highest law. The speaker lays out this super clear top-down chain of command. The Constitution sets the rules. The president, and only the president, makes the decisions. And the diplomatic corps? They just carry it out. The message here is crystal clear. When it comes to foreign policy, there's just no room for political parties or public debate to get involved, period. Okay, and this is where things get really interesting. The argument shifts from defending Algeria to launching a direct attack on its critics, both outside and inside the country. Now, this slide really lays out the speaker's main charge perfectly. On one side, you've got Algeria's principled position, at least as it's presented here. On the other side, you have the alleged actions of its critics, other Arab nations. They're accused of doing the very things that they criticize Algeria over. This stark contrast is the entire foundation for the argument of hypocrisy. But it's not just about other countries. The attack then turns inward, taking aim at a domestic critic, the politician Abderrazak Makri.
He's quoted here basically saying that a recent UN vote by Algeria was a betrayal of its core principles, a sign that the government was caving. And the response from the speaker, it's immediate, and it is scathing. The criticism is just brushed aside as a political game, and that charge of hypocrisy, it gets thrown right back, alleging that critics like him have themselves been involved in security deals with Israel. And this part is just brilliant. The speaker uses this magic lamp analogy to defend that controversial UN vote. The argument goes like this. Other countries negotiated a resolution with the US, and then they turned around and expected Algeria to block it, as if Algeria could just magically fix a situation that they created. The speaker drives the point home by saying, hey, we don't even have veto power. It's a way of painting Algeria as being set up to fail by its own critics. So, let's bring it all home. The final piece of the argument circles right back to where we started, with a huge reassertion of sovereignty and national strength. The final message here is basically a warning. Using words from the state news agency, the speaker makes it clear foreign policy is not a tool for internal political squabbles. It's a clear reference back to the turmoil of the 1990s, with the speaker essentially declaring that the era of a weak, internally divided state is over for good. And it's important to see this whole defense isn't framed as some goal for the future. No, the message is that this strong, sovereign state isn't just a memory or an aspiration. It's Algeria, right here, right now, in the present day. So, at the end of the day, when you analyze this nationalist viewpoint, it really highlights this deep tension between holding on to sovereign principles and dealing with all the pressures of regional and global politics. It kind of leaves us with a big question to think about. In a world as interconnected as ours, what's the real price, and what are the real